batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal réalisé par Hervé Ménin. Les travaux de rénovation de l'avenue La Pigalle au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi vont bon train. Notre équipe était sur place pour faire les constats. Suivez. Lancé à la fin du mois de décembre de l'année passée, les travaux de réhabilitation de l'avenue La Pigalle, qui va de l'entrée principale de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda jusqu'au rond-point RTNC, en passant par l'église catholique et la division provinciale de la santé dans la commune de Matadi, avancent normalement. Ces travaux qui consistent au décapage, curage des caniveaux et bétonnage de la chaussée ont atteint l'avant-dernière phase des activités. La plus grande partie de ces tronçons a été déjà bétonnée, à la grande satisfaction de la population. Nous sommes très ravis de voir l'exécution de ces travaux. Si nous avons de belles routes, notre pays va facilement se développer. Ne vous limitez pas seulement ici, faites autant pour d'autres routes urbaines et même provinciales en suivant la vision du chef de l'État qui prône le développement du pays à partir de la base. Signalons que ces travaux sont financés par le gouvernement Grace Bilolo et sont exécutés par l'agence des grands travaux du Congo central dirigée par Maître Patin Zuzuama Kengedi. Faisant suite à l'attaque rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation hier, mercredi 29 janvier 2024. Suivez. En ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symbole de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC, c'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs
que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Après donc l'incendie de l'ambassade de France dans la ville-province de Kinshasa, le voix s'élève au Sénat français pour réclamer des sanctions contre le Rwanda. Une interpellation a été adressée au ministre français des Affaires étrangères. Suivez. Dans un contexte de crise, la ville de Goma fait parler d'elle. L'attaque de l'ambassade de France, installée dans la ville-province de Kinshasa par des infiltrés lors de la marche pacifique des Kinoises et Kinoises, qui avait pour objectif soutenir les FARDC, compatir avec la population du Nord Kivu et dénoncer la passivité de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dont fait face la République démocratique du Congo, n'a pas laissé indifférent le Sénat français. Le ministre des Affaires étrangères français était face aux sénateurs le mercredi 29 janvier 2025. Il a été interpellé pour la cause. Le Sénat exige des sanctions contre le Rwanda. Monsieur le ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. En réaction, Jean-Noël Barrot a évoqué les démarches entreprises par le président Emmanuel Macron. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. La France se mobilise. Le président de la République ces derniers jours s'est entretenu avec les deux chefs d'État ainsi qu'avec un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons soutenu la République démocratique du Congo dans sa demande d'organiser 2 réunions d'urgence et nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement sans aucune forme d'ambiguïté. L'auteur de l'interpellation n'est pas du tout convaincu et revient avec ses propos. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique, sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas 1 gramme sur son sol. Et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Des retours en République démocratique du Congo, les coquilles des présidents des assemblées provinciales a aussi fait entendre sa voix dans une déclaration lue par le président de l'assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Levi Mbuta, le mercredi 29 janvier à Kinshasa. Les numéros 1 de premières institutions des provinces ont condamné cet acte de barbarie perpétré par l'armée rwandaise sur le sol congolais. Suivez. Nous,
président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, faisons la déclaration suivante. 1. Condamnons avec la dernière énergie la récente offensive menée dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, par l'armée rwandaise avec leur supplétif du mouvement rebelle du M23. 2. Apportons notre soutien total au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. 3. Apportons un soutien et un réconfort moral à nos frères et sœurs du Nord Kivu qui vivent en ces moments innocemment une situation qu'ils n'ont pas voulu. 4. Réitérons notre attachement au principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, héritée de la colonisation. 5. Soutenons sans condition nos militaires de FARDC au front, ainsi que le vaillant compatriote Ouazalendo. 6. Demandons à la communauté internationale de prendre des sanctions sévères à l'encontre du Rwanda. 7. Enfin, appelons toute la population congolaise à la vigilance tous azimuts et leur demandons de dénoncer auprès des autorités tout mouvement suspect tendant à déstabiliser les institutions de la République. Place donc à l'actualité continentale au Tchad. Succès Massara change-t-il de cap après avoir longtemps contesté la légitimité du pouvoir et appelé au boycott des élections? Les leaders des transformateurs semblent adopter une nouvelle posture. Il dit aujourd'hui prendre acte des résultats et s'est dit prêt à collaborer avec le pouvoir en place. Un revirement qui surprend TV5 Monde. M. Massara a non seulement pris acte des résultats de la présidentielle, mais aussi de ceux des législatives provinciales et communales. Et s'est dit également prêt à collaborer avec le pouvoir en place. Pourtant, il y a encore quelques mois, le leader de l'opposition contestait la légitimité du pouvoir et appelait au boycott des dernières élections. Les Tchadiens se disent pris de court par ce qu'ils qualifient de revirement spectaculaire. Pour le transformateur, il s'agit plutôt d'une décision républicaine. On s'arc-boute sur le fait que quelqu'un a gagné les élections et l'autre n'a pas gagné et on reste sur ça. C'est ça que les Tchadiens vont manger demain, c'est ça qui va apporter l'électricité au Tchad, c'est ça qui va changer le système éducatif tchadien. Non, il va falloir que les forces se mettent ensemble pour pouvoir travailler, aller de l'avant et c'est cette volonté qui a été toujours manifestée à la sortie de l'élection présidentielle du 6 mai et cette volonté est en train de rencontrer une main tendue et c'est à cette main tendue que le président des transformateurs est venu répondre. Faut-il y voir un changement stratégique ou un signe d'apaisement après une transition politique marquée par des tensions? Pour cet expert, le timing est mal choisi. S'ils devraient l'accepter, ils auraient dû le faire avant ces élections-là. Parce que ces élections devraient leur permettre de grappiller quelques sièges à l'Assemblée nationale, d'avoir des représentants dans les collectivités autonomes. Je voudrais parler des conseils communaux et des conseils provinciaux, ce qui leur constituera en quelque sorte des leviers essentiels pour la poursuite du combat du renforcement de la démocratie. En toile de fond de cette annonce, le 13e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut au pouvoir a vu la désignation du président de la République, Mamad Idriss Déby Itno, comme président national du parti et d'Aziz Mamad Saleh, ministre des Infrastructures, comme secrétaire général du MPS. Ainsi va l'actualité en République démocratique du Congo et en dehors de nos frontières. Messieurs et dames, merci pour vous d'avoir suivi cette édition du journal réalisé par Hervé Mena. Au revoir.